Allez, on parle de cette étude d'impact du gouvernement publiée vendredi. Il y a 1000 pages. Bonjour Xavier, 1000 pages à lire quand même. Hein. Oui. Il a fallu se taper. Quand je lui ai dit hier, on va parler de ça, il m'a dit ouais, 1000 pages, merci David. Merci David. Ouais. Bon, 1000 pages, étude qui est censée de vous donner pas mal de chiffres sur le sujet. Étude qui a déjà été largement critiquée par le Conseil d'État. Ce n'est pas le sujet, mais le Conseil d'État qui a dit en gros, cette étude d'impact, elle est pas insincère, mais elle est incomplète, lacunaire. Oui, on va en parler, mais je pense que le Conseil d'État a un point. Il a joué son rôle en il n'était pas content qu'on lui demande de bosser en 3 semaines alors qu'il aurait dû avoir beaucoup plus de temps. Mais c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de complexité du sujet et de l'information qui est délivrée. L'étude d'impact, elle est censée être faite dans un certain esprit. C'est pas pour produire 1000 pages et pour avoir un document qu'on va mettre dans une pile. C'est aussi pour informer sur ce que la réforme a comme conséquence et de pouvoir permettre aussi le débat parlementaire. Or, en l'état, cette étude d'impact ne permet pas ce débat. Alors, elle nous dit beaucoup de choses quand même, cette étude d'impact. Et vous l'avez vu de près, parce qu'il m'a envoyé par SMS régulièrement, en disant là, je suis à la page 700, je suis à la page 200 et tout. Il faut le rappeler, cette réforme a la vocation quand même à rendre le système beaucoup plus redistributif. C'est important de le rappeler. Pour ceux qui en doutent, les pensions, nous dit encore une fois le rapport, les pensions seront en hausse de 29% pour les plus modestes, avec âge de départ inchangé pour 3/4 d'entre eux. Si ce n'est pas de la redistribution, ça. Oui, et le rapport, effectivement, l'étude d'impact, insiste beaucoup, et fait une présentation sur ce point, sur les effets que la réforme va avoir sur les inégalités à la retraite, et dit ces inégalités vont fortement être réduites. Exactement. Alors, elles vont fortement être réduites. Bon, maintenant, l'écart entre les 10% des retraités les plus riches et les 10% des retraités les plus pauvres, cet écart était de 7, il passera après la réforme à 5. Alors, sachant que là on compare un écart en termes de prestations de retraite, pas de niveau de vie, puisque dans la simulation qui est réalisée, évidemment, on ne peut pas prendre en compte le niveau de vie, on prend en compte que les retraites. Alors, il y a une petite différence entre niveau de vie et retraite, laquelle, en fait, il y a quand même, globalement, dans cette réforme, une baisse de la part des retraites dans le PIB, ce qui sous-entend une hausse des compléments de retraite par des systèmes de capitalisation, par exemple, et donc qui vont faire des différences de niveau de vie ensuite, puisque la retraite ne sera pas la seule source de revenus des retraités. Ok. Donc ça contredit ce que je viens de dire là ? Non, mais c'est juste pour préciser. Le fait que ce soit plus redistributif, que les pensions augmentent, encore une fois, les pensions de 30% pour les plus modestes. Enfin, c'est pas rien. Vous voyez, mécaniquement, la réforme ou la proposition dont on a beaucoup parlé, qui serait de faire contribuer les cadres au-dessus de 10 000 euros à 2,8% et de ne pas avoir de droits qui sont ouverts. Ça, mécaniquement, ça réduit la pension des plus riches. D'accord ? Et donc ça fait partie des mesures. Hausse des pensions de seulement 1% pour les plus aisés, nous dit l'étude d'impact. Voilà. Mais en même temps, vous voyez, ok, ça réduit leur pension, mais ça va augmenter aussi leur capacité d'épargne. Et ça dépend ce qu'ils feront de cette oseille en même temps. Alors, ça dépend ce qu'ils vont en faire. S'ils le dépensent. Imaginons, c'est pas un scénario complètement idiot, qui continue à épargner 28% de cette somme. Comme si les 28% qui sont cotisés. Alors, sur les 28, il n'y en a que 40% pour eux. Il y en a 60%, c'est l'employeur qui les paye. Oui, enfin, ils les payent, disons, dans la négociation salariale. Je veux dire, imaginez, cette mesure, elle a été prise pour qui ? Elle a été prise pour l'attractivité de la France après le Brexit et pour les salaires de la finance. Donc, dire que le salaire net de ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois sera plus élevé de 28%. Il sera plus élevé de 28%, oui. Enfin, oui. C'est un peu plus compliqué que ça. Et puis en plus, il y a les 2,8 à prendre en compte. Mais bon, disons qu'il sera plus élevé d'au moins 25%. D'accord ? Mais le salarié, il sait combien il coûte à son employeur et il sait que l'employeur, il prend une décision, il s'en fiche des cotisations salariales ou employeur. Il se doute bien que quand les cotisations sociales employeur baissent, ça ne va pas dans la poche de l'employeur. On parle donc tout cet argent-là. Donc tout cet argent, il va le récupérer. Et s'il choisit de l'épargner de la même façon. Oh le vilain, c'est horrible, il va épargner. Mais oui, mais s'il épargne, son niveau de vie à la retraite, ce ne sera pas du tout sa prestation retraite, c'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas pris en compte ça dans l'étude d'impact. Et non, ce n'est pas pris en compte dans l'étude d'impact. Donc vous voyez, il y a une présentation, bon, on va en parler, il y a d'autres... Présentation politique, c'est ça ? Ce n'est pas une présentation politique, on est face à un sujet qui est très compliqué, dans lequel il y a plein de mesures qui s'empilent. Quand on fait une étude d'impact, il faut définir de façon très très précise la situation de référence, celle qui aurait prévalu s'il n'y avait pas eu la réforme, et en jouant astucieusement sur la situation de référence, on peut arriver à présenter les choses de façon très différente. Alors, ceci étant dit, dans l'étude d'impact, c'est un fait majeur qui est mis en avant.
voilà, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% se réduit. Les plus faibles, en termes de prestations de retraite, se réduit significativement. Voilà. Il passe de 7 à 5. Donc les Français, pour le coup, ça devrait leur plaire. C'est une réduction très forte. C'est redistributif. C'est une réforme de gauche, pardon de dire ça. Tout à fait. En tout cas, il y a une dimension dans cette réforme, en particulier alors, sur les petites retraites, qui fait que, oui, ces petites retraites sont augmentées. Alors là, encore une fois, je veux dire, la question est de savoir par rapport à quelle situation on se compare. On se compare à une situation où on n'aurait rien fait de toute façon pour ces petites retraites. Si on prend comme situation de référence une situation où on met en place simplement la mesure d'une retraite minimale de 1 000 € sans pourtant faire tout ce barnum. Sans faire tout ce barnum, on peut arriver pratiquement au même résultat. Donc, ok, mais voilà. Alors, deuxième chose. Aussi un autre point qui est quand même, juste pour vous donner un peu le paysage et vous montrer que ça peut être quand même assez difficile de tout prendre en compte. Dans l'étude d'impact, il est expliqué que pour les personnels enseignants, donc les 1 million de fonctionnaires qui sont enseignants, plus ceux qui travaillent dans le secteur de la recherche et quelques autres catégories, la réforme des retraites induit une baisse très significative des pensions de retraite, de l'ordre de 30%. D'où la compensation avec des hausses de... Ah oui, mais ça, la compensation, on ne sait pas quelle forme elle va avoir, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir. Elle n'est pas dans la loi, c'est ça? Elle n'est pas dans la loi, elle ne peut pas être dans la loi. Elle sera décidée par des gouvernements qui ne sont pas encore élus et qui peuvent changer d'avis. Ouais. Bon, donc, vous voyez, mais dans l'étude d'impact, il y a la baisse de 30% des pensions des enseignants. Ouais. Donc, malgré cela, les inégalités diminuent. Mais pourquoi ? Parce que en fait, les enseignants ne se situent ni dans les 10% les plus pauvres, ni dans les 10% les plus riches. Mais il y a quand même un mouvement très important qui se produit là. Donc, vous voyez, quand on dit les inégalités diminuent, on parle d'une mesure des inégalités qui est très particulière. C'est clair, c'est clair. D'accord. Donc ça, c'est quand même censé rassurer. En tout cas, le côté redistributif est censé rassurer. Ce qui est censé un peu moins rassurer, et c'est ce que nous dit l'étude d'impact, c'est sur l'âge de départ à la retraite. Je cite, la réforme entraîne un report de l'âge effectif moyen de 6 mois pour la génération 90, CQFD. La réforme incite bien les Français à travailler plus longtemps, point barre. Et puis, non ? Ou je me trompe ? C'est en tout cas l'hypothèse de l'étude d'impact, c'est effectivement... c'est une moyenne, après c'est compliqué parce que... Alors c'est une moyenne, c'est très compliqué, vous avez raison de pointer le fait que c'est très compliqué parce qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui il y a plusieurs pics de départ à la retraite. Donc quand on parle de l'âge moyen, en fait on fait la moyenne entre 3 pics, les pics pour les carrières courtes, les pics à l'âge légal, 62 ans, et puis un autre pic à 67 ans, qui est le niveau actuellement qui annule la surcote. Donc il y a ces 3 pics. Quand on parle de l'âge moyen, vous pouvez avoir un mouvement de l'âge moyen qui est lié au fait que les 3 pics se décalent tous ensemble, qu'un pic disparaît, ou qu'un des pics, simplement un seul, se décale vers le haut. Moi, ce que j'ai compris, en gros, c'est qu'en moyenne, tout le monde devra travailler 6 mois de plus. Mais c'est une moyenne. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, Xavier. A priori, 30% des assurés de la génération de 75, j'espère qu'on nous suit, vont pouvoir partir 2 ans, en moyenne 2 ans plus tôt à la retraite. Pour la moitié des assurés, alors lesquels sont pareils, ça ne change rien. Pour la moitié, l'âge de départ sera toujours le même. Et pour 20% des assurés, ils devront travailler 2 ans et demi en moyenne en plus. Mais qui sont ceux qui devront travailler 2 ans et demi en moyenne en plus? Alors, ça, c'est expliqué dans l'étude d'impact, mais c'est une hypothèse qui est effectivement extrêmement forte dans le calcul qui est fait. Quel est le calcul qui est fait? Il consiste à dire, il y a des gens qui aujourd'hui partent plus tôt en acceptant une retraite qui n'est pas à taux plein. Donc ceux-là, on va les garder dans la réforme et on va leur appliquer le même âge de départ à la retraite. Ensuite, il y a des gens qui partent avec un âge de taux plein. Donc l'hypothèse qui est prise, c'est de dire, ces gens qui partaient avec un âge de taux plein vont continuer de partir avec un âge de taux plein, mais taux plein qui a été modifié par la réforme. D'accord ? Et puis ensuite, il y a des gens qui partent au-delà de l'âge de taux plein, donc pour bénéficier de la surcote. Mais le taux plein, le taux plein dans le nouveau système, il n'est pas aux mêmes dates, il n'est pas aux mêmes conditions. Donc c'est la question de l'âge d'équilibre, et c'est là où pour le coup on ne parle plus d'âge pivot. Alors moi je m'y perds, pourtant on en parle tous les jours, mais l'âge d'équilibre, il est référencé dans le projet de loi, mais sans en préciser le niveau, mais dans l'étude d'impact est retenue l'hypothèse de 65 ans d'équilibre d'âge pivot, c'est la même chose en 2037, même si ça sera la future gouvernance du système de retraite qui l'aura en charge. Mais ça, c'est déterminer cet âge d'équilibre dans lequel il y aura les partenaires sociaux. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on Comment on résume ça, là? Je suis perdu, là. On a translaté les comportements qu'on observe aujourd'hui sur des paramètres qui sont très différents, sur des nouveaux paramètres, en disant les gens vont se comporter pour obtenir le même résultat en matière de taux plein ou de pas de taux plein.
D'accord. Donc on suppose, enfin c'est une hypothèse très forte. Les 67 ans pour le taux plein n'existent plus après. Alors ils n'existent plus, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont partir plus tôt. Les 30% que vous évoquez qui vont partir plus tôt, ils vont partir plus tôt parce qu'avant ils étaient obligés d'atteindre 67 ans pour avoir le taux plein. Et maintenant ils pourront bénéficier, alors tant que l'âge d'équilibre reste à 65. C'est bon pour les cadres ça? C'est bon pour les cadres pour le coup, non? Alors les cadres ils arrivent plus tard. C'est bon surtout pour les personnes qui ont commencé tard et qui ont eu des interruptions. C'est très intéressant par exemple pour les femmes qui ont souvent ces caractéristiques sur le marché du travail. Donc alors, on se dit quoi? Donc, le projet du gouvernement, c'est de faire travailler plus. Et cette étude d'impact le montre. Alors, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est nécessaire pour présenter les résultats qu'on obtient. Et donc, c'est là où on peut quand même rejoindre le Conseil d'État sur la discussion de tout ça. Il y a des hypothèses derrière. C'est normal d'avoir des hypothèses. Quand vous voulez faire une étude d'impact, il faut des hypothèses. Donc, ces hypothèses, elles sont nombreuses, elles sont parfois un peu héroïques, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Mais par contre, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi ces hypothèses conditionnent les résultats. C'est-à-dire, est-ce qu'avec des hypothèses différentes sur les âges de départ à la retraite, est-ce qu'on obtient le même résultat en matière de réduction des inégalités? Est-ce que si on prend une autre hypothèse assez radicale, qui consiste à dire que les gens qui s'arrêtent à 60 ans aujourd'hui, en fait, ils ne vont pas prolonger leur durée d'activité. Les gens qui ont commencé tôt et qui ont des carrières longues et qui pouvaient s'arrêter assez tôt, est-ce que ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter à la même date, en fait? Si on faisait cette hypothèse, qu'est-ce qu'il en serait? Parce que vous voyez, quand vous avez une carrière qui n'est pas complète, là, pour le coup, les 1 000 € ne fonctionnent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il en serait dans ce cas-là des inégalités? Donc, en fait, c'est ce qu'on voudrait savoir. C'est pas tellement est-ce qu'il existe un scénario dans lequel les inégalités se réduisent? On se doute qu'il y en a un. On voit bien l'esprit de la réforme. Elle peut conduire à ça. La question qu'on doit se poser, à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que dans tous les scénarios, les inégalités se réduisent? Et est-ce qu'il n'existe pas des scénarios dans lesquels les inégalités peuvent augmenter très fortement? Ce qu'on peut faire très rapidement sur des cas types, c'est que quand on change un tout petit peu l'âge de départ à la retraite, ce qu'on voit, c'est qu'on change beaucoup les pensions de retraite. Parce que la mécanique de l'âge pivot, je vous rappelle, joue par la décote et la surcote, mais elle joue aussi, et ça c'est nouveau dans le système à points, par les points que vous accumulez. Si vous travaillez un peu plus longtemps, vous allez bénéficier de la surcote et vous allez accumuler des points un peu plus longtemps. Si vous travaillez un peu moins longtemps, vous allez subir la décote et surtout vous aurez un peu moins de points. Donc il y a un effet très puissant de votre âge de départ à la retraite. Le collectif Nos Retraites a fait des calculs, a repris les CATIP en changeant les âges de départ à la retraite, et en fait ça inverse complètement le diagnostic. Alors leur hypothèse elle est aussi discutable que celle du gouvernement, elle est peut-être même plus discutable que celle du gouvernement, mais c'est la sensibilité de ces résultats à ces hypothèses-là qu'il est important de connaître. Et encore une fois, si on veut éclairer le débat parlementaire, c'est pas en lui disant il existe un scénario où ça se passe bien. Le rôle des parlementaires, il est de s'engager sur une retraite qui va concerner la vie des citoyens sur les 50 ans qui viennent. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre et savoir, est-ce qu'il existe des scénarios dans lesquels ça se passe mal? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que si dans 20 ans, on a une étude a posteriori qui nous dit, l'étude d'impact, elle disait que les inégalités allaient baisser, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme dans les hypothèses de l'étude d'impact, et les inégalités ont baissé et ont augmenté, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir interroger le gouvernement d'aujourd'hui en lui disant tes responsabilités, etc. Vous voyez, c'est quand même ça le fond du problème. C'est une réforme. Le fond du problème, je suis d'accord avec ça, après il nous reste vraiment 20 secondes. C'est la seule question qui intéresse les Français. Est-ce que les pensions vont baisser ou pas? Pour ceux qui n'atteindront pas l'âge d'équilibre, 65 ans en théorie, mais décidé plus tard par les partenaires sociaux, enfin par l'organisme qui va gérer de gestion du nouveau système d'assurance, la réponse est oui? Alors la réponse est oui, parce que le gouvernement a aussi affiché de façon très claire l'évolution de la part des retraites dans le PIB à un horizon très long, avec cette part des retraites dans le PIB qui baisse en dessous de 13%. On vient de 14. Alors, dans l'étude d'impact, on vient de 14, dans l'étude d'impact, il est dit de toute façon, il aurait fallu... C'est vrai. Alors, c'est vrai sans être vrai, parce que en 20 secondes, allez, ce qui était prévu dans la loi jusqu'à maintenant, Touraine, était effectivement un allongement de l'âge de la retraite, mais jusqu'à une certaine date. Et là, c'est prolongé au-delà de cette date. Donc, il y a cette dimension-là qui est pas prise en compte. Étude d'impact qui apporte des réponses, mais qui pose aussi beaucoup de questions. Mais surtout, cette baisse à 13%, dans un contexte où le nombre de retraités augmente, ça veut dire qu'il va falloir sérieusement bouger l'âge d'équilibre, et que oui, les pensions, en moyenne, vont baisser. Sauf pour ceux qui acceptent de travailler plus longtemps.
sauf pour ceux qui vont accepter de travailler plus longtemps. Et donc c'est cette hypothèse de savoir est-ce qu'on arrive ou pas à travailler plus longtemps qui est critique et cruciale, à la fois pour le montant des pensions et pour les inégalités à la retraite. Les choses sont claires pour le coup. Merci beaucoup. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.